Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 1. Amalricus, le cire et le loup, épisode 12. La lune était pleine en ce début juillet, et c'est éclairé par ses seuls rayons que, ce soir-là, Nadia quitta les lieux des fouilles fort tard. Derrière elle, l'imposante ombre du fort étendait sur le parking son aura maléfique. D'ordinaire, en cette période de l'année, le château grouille d'activités. De nombreuses représentations théâtrales y sont données dans le cadre d'un festival estival. Mais, après les événements survenus l'hiver passé, et également à cause des fouilles, cette année-là, le fort était fermé. Et donc, en cette heure tardive, Nadia était le dernier être vivant à hanter les lieux. Elle arriva vers sa voiture et fouilla dans son sac pour retrouver les clés. Comme elle allait les introduire dans la serrure, une ombre se glissa entre elle et la portière. Surprise, elle fit volte-face pour apercevoir l'origine de cette dernière. Un moine en capuchon venait de surgir de nulle part, cachant la lune par sa carrure impressionnante. D'une voix gutturale, il s'empressa de rassurer la jeune femme. « N'ayez crainte, mademoiselle. Qui êtes-vous » ? « Simplement un pauvre moine qui vit en ermite dans la petite chapelle Saint-Théodule près du lac. »« En ermite ? À notre époque, cela existe encore ?» Bien qu'elle ne vit pas son visage, elle sentit un malaise chez l'ecclésiastique. Il se ravisa. « D'accord, je vous l'accorde, ce n'est pas vraiment le mot. Disons que j'entretiens la chapelle et que j'y vis. » « Et que faites-vous ici à cette heure ?» poursuivit Nadia de plus en plus soupçonneuse. « Je médite, gentille madame, je médite. » Bien qu'elle ne voulût pas le laisser paraître, Nadia, d'ordinaire si sûre d'elle, était terrorisée, d'autant plus que la pénombre et la capuche du moine continuaient à lui dissimuler le visage. « Et vous ?» reprit l'ecclésiastique. « Qui êtes-vous ?»« Je suis le professeur chargé d'effectuer les fouilles au fort, juste là. » dit-elle en désignant l'énorme bâtisse. « Mais vous êtes une femme ?» Nadia fut outrée par cette réaction, et retrouvant cette assurance qui lui avait fait tant défaut depuis le début de cet entretien, elle répliqua. « Je sais bien que votre situation ne vous permet pas bien de connaître les femmes, mais cela n'est pas une raison pour vous permettre de les juger comme cela. » On devina un sourire sous la capuche du moine. « Pardonnez-moi, dit-il. Mais vous savez, à mon âge, on a bien du mal à accepter certaines choses auxquelles on n'a pas été habitué. Sauvez-vous à présent, avant que Dieu ne vous abandonne. » Sans réfléchir davantage et afin d'échapper à cette situation qui la mettait de plus en plus mal à l'aise, Nadia s'engouffra dans sa voiture et démarra. Tandis qu'elle s'éloignait, elle aperçut dans son rétroviseur le moine immobile qui regardait la voiture partir. Bientôt, cette dernière disparut complètement et il se retrouva tout seul, entouré de pénombre. Un bruit se fit entendre derrière lui. En se retournant, le moine enleva son capuchon, révélant son visage fort travaillé par le temps. Un nouveau bruit résonna dans les forêts. Le moine ne semblait pas inquiété par ce visiteur nocturne. Bientôt, au milieu des branches, deux yeux assassins se mirent à briller en croisant un rayon de lune. Malgré lui, le moine eut un geste de recul, mais il reprit très vite une certaine assurance qu'il n'avait quitté qu'en apparence. « Allons, vieux camarade, rejoins-moi tout à l'heure. Tu n'as plus en ce lieu de raison de te dissimuler. » Les branches craquèrent, puis s'écartèrent pour laisser passer un énorme loup argenté. Ce dernier, aussi docile qu'un chien, vint s'asseoir au pied du moine qui lui caressa alors la tête. Le loup battit de la queue en signe de joie et se mit à hurler. Au pied du fort, dans la cluse endormie, ils furent nombreux ce soir-là à être réveillés en sursaut par cette longue plainte que beaucoup attribuèrent à un chien. Le moine regarda son animal avec un sourire.
Ce soir, vieux compagnon, le sang ne coulera pas sur les terres de Joux. Miroaltom peut dormir en paix. Amaldricus ne souhaite point se venger des descendants de ceux qui l'ont trahi. Il ne cherchera pas non plus à atteindre cet autre but qui lui tient tant à cœur, mais pour lequel il doit porter la mort. Ce n'est qu'un court répit. Remerciez-en ce professeur, petites gens. Remerciez-la bien pendant que vous le pouvez encore. Il remit son capuchon et se dirigea d'un pas assuré vers son château. Le loup lui emboîta le pas et, si ce soir-là il y eut un observateur pour assister à cette scène, il aurait sans doute eu beaucoup de mal à en croire ses yeux en voyant cette impressionnante carrure disparaître dans un rideau de brume qui ne s'était formé que pour l'envelopper. Le commissaire avait rendez-vous avec le père de la jeune Boucard à la terrasse du Café de la Poste dans la grande rue de Pontarlier. Depuis qu'elle avait été innocentée du meurtre du jeune Lodès, le commissaire n'osait plus rencontrer la mère de la jeune fille qui gardait envers lui une certaine rancœur. Avec la mort de Sandrine, cette crainte s'était amplifiée. En revanche, il avait obtenu le pardon du père qui était beaucoup plus ouvert et, entre les deux hommes, était né un timide sentiment d'amitié. S'il souhaitait le rencontrer, c'était pour les besoins de son enquête. Bien qu'officiellement personne ne le reconnaissait, beaucoup rapprochaient ce dernier crime de ceux commis au cours de l'hiver. C'est pourquoi Rosen ne fut pas surpris quand Boucard, après les salutations de rigueur, entra directement dans le vif du sujet en demandant si Prignoux était innocent. « Oui, cela devient évident, répondit Rosen presque embarrassé. Il faut le retrouver, cela sera ma seule consolation. » Boucard était au bord des larmes. Le commissaire baissa les yeux par pudeur. Il ne répondit rien. « Mais commissaire, je suppose que vous avez des questions à me poser. » En effet, est-ce que vous avez remarqué quelque chose de particulier chez votre fille ces dernières semaines ? Et surtout, savez-vous comment elle a pu se retrouver dans le marais, seule, en plein milieu de la nuit, et ce, malgré ce qui s'est passé cet hiver ? Vous savez, commissaire, je ne la voyais pas beaucoup ces temps-ci, mais je sais que depuis quelques semaines, elle avait recommencé à faire des cauchemars. Et elle avait repris contact avec Flamien, enfin, je veux dire maître Sénéchal, qui avait été son avocat, car elle disait que seul lui pouvait l'aider. Il est venu plusieurs fois à la maison, mais le pauvre homme n'a rien pu faire. « Je suis au courant », coupa le commissaire, qui avait eu un entretien le matin même avec son ami avocat. Il savait que la jeune fille rêvait chaque nuit du marais et des crimes qui s'y étaient produits. Mais il savait également que tous ceux qui avaient été mêlés à cette histoire faisaient de nouveau des cauchemars depuis la reprise des fouilles. « Bien, dit Boucard. Cela mis à part, je ne sais rien d'autre. Ou peut-être si, 2 jours avant son assassinat. » Il se ravisa, eut un geste de recul. « Et puis non, rien, c'est ridicule, cela ne peut pas vous aider. »« Mais si, insista le commissaire. »« Eh bien voilà, je suis rentré fort tard ce soir-là, et tout le monde à la maison dormait depuis longtemps. » En passant devant la chambre de Sandrine, j'ai entendu qu'elle parlait. Machinalement, j'ai tendu l'oreille. Cela m'a surpris. C'est qu'elle parlait calmement, comme si elle avait une conversation avec quelqu'un, et avec un minimum d'effort, on aurait pu deviner les paroles de son interlocuteur. J'ai de suite pensé qu'elle rêvait, mais malgré l'étrange logique de ses propos, je m'apprêtais à repartir quand j'ai entendu une voix d'homme. J'ai bondi dans la chambre en craignant je ne sais quoi, mais tout était calme. Sandrine dormait et avait cessé de parler. La fenêtre de sa chambre était ouverte, ce qui ne m'étonna pas compte tenu du temps. Alors je suis reparti en pensant avoir rêvé. Savez-vous ce que disait votre homme imaginaire ? Non, j'ai été tellement surpris que je n'ai pas fait attention. Il remercia Boucard, régla l'addition et les 2 hommes se séparèrent. Aucun d'eux ne remarqua Christophe Fiat qui, assis à la table voisine, avait prêté une attention toute particulière à la discussion des 2 hommes. Nadia était d'une humeur massacrante. Depuis son arrivée, elle n'avait pas passé beaucoup de temps sur les lieux des fouilles, car elle en consacrait énormément à décortiquer de fond en comble les rapports sur les travaux de Prignoux. En ce matin-là, elle avait trouvé quelque chose qui l'avait mise dans une colère noire.
Il ne fallut que quelques secondes à l'ouvrier lorsqu'il arriva pour comprendre ce qui n'allait pas. « Alain, je voudrais vous parler de suite !» avait-elle lancé alors que ce dernier avait à peine franchi les portes du QG. « C'est très important. »« J'arrive, mademoiselle. » Nadia Tari appelait tout le monde par son prénom, mais personne ne l'appelait autrement que mademoiselle, ou parfois professeur. L'ouvrier entra dans la pièce qui faisait office de bureau, la même que celle qui utilisait déjà Prégnoux. Elle s'était assise à nouveau et tournait sans ménagement les pages du dossier posées devant elle. Alain ne disait rien, il attendait. « Asseyez-vous, je vous en prie. » Le ton était sec et cassant, malgré la petite formule de politesse, et avec la même intonation, elle demanda qui était Pascal Moll. L'ouvrier parut déconcerté par la question, et il l'avait presque oublié. « C'est un étudiant qui travaille avec nous sur le chantier cet hiver, mais qui a été renvoyé par Georges. »« Pour quelle raison ?» L'ouvrier y racontait la théorie de la porte que le jeune étudiant avait développée et également la façon dont il avait de prime abord caché certains résultats de ses recherches. Nadia se calma. Elle replongea dans les documents posés devant elle. En découvrant que 2 petits amphores qui auraient dû être référencés par Moll manquaient à l'appel, elle avait d'abord cru à une erreur. Mais au vu de ce qui venait de lui rapporter l'ouvrier, elle réalisa que quelque chose de plus grave se cachait là derrière. Elle remercia son collaborateur et décida de s'intéresser de plus près à cette théorie de la porte. Au volant de sa voiture, Fiat réfléchissait. Ce qu'il avait entendu de la conversation entre le commissaire et le père de la petite Boucard l'avait énormément intrigué. D'abord, il ne comprenait pas que le policier accordât tant d'importance aux rêves qu'avait pu faire la petite. Ensuite, il avait cru déceler dans les intonations de Rosen des vides et des hésitations qui, d'après lui, prouvaient qu'il savait certaines choses et peut-être des choses peu avouables. Il prit la décision de se rendre sur les lieux du crime, espérant y trouver quelques indices. Mais lorsqu'il y arriva, la police était encore là et ne permettait pas l'accès. Loin de se décourager, le journaliste prit la décision de revenir le soir, pensant qu'à ce moment, l'endroit serait désert. À la lueur conjuguée d'une lampe torche et d'un premier quartier de lune, Fiat avançait dans le marais d'un pas transpirant la peur. Quelle idée étrange avait-il eue de venir ici en pleine nuit? Toutes ces histoires lui montaient à la tête, et il se croyait parfois dans un film. Le sol caillouteux provoquait des bruits sourds à chaque fois qu'un pied s'y posait, le marais environnant laissant échapper des cris de grillons et d'autres animaux dont Fiat préférait ignorer la nature. Arrivé là où avait été retrouvé le corps de la jeune Boucard, il hésita. Qu'allait-il faire à présent? Il balaya les alentours avec sa torche, n'éclairant que quelques buissons et quelques cailloux. Tout avait été soigneusement nettoyé. « C'est n'importe quoi !» pensa-t-il. « Qu'est-ce que je suis venu foutre ici ?» Il éteignit sa lampe et fit demi-tour d'un pas aussi assuré que soulagé. Sur le chemin, la lune suffisait à l'éclairer. À sa gauche, au loin, de l'autre côté du marais, il apercevait de temps en temps l'effort d'une voiture qui suivait la route de Ypres. À sa droite, perché sur son rocher, le château de Tours. Avant de rejoindre la route où il avait laissé sa voiture, le chemin passait sous quelques arbres, peu nombreux certes, mais suffisamment feuillus pour cacher les rayons de la lune. Fiat alluma donc sa lampe et la dirigea vers le sol. C'est là qu'il aperçut une petite forme noire en plein milieu du passage. Il sursauta et un cri lui échappa. Il faillit même lâcher sa lampe. Mais il eut tôt fait de se ressaisir. C'était juste un portefeuille. Machinalement, il porta la main à sa poche arrière et s'aperçut qu'il n'avait plus le sien. Il ne put s'empêcher de penser qu'il avait de la chance. Il se pencha pour le prendre, mais comme sa main allait le saisir, quelque chose lui déchira violemment le mollet. Hurlant de douleur, Fiat roula au sol et s'aperçut avec horreur qu'un loup était en train de l'attaquer. Il tenta de se débattre et de donner des coups de pied à l'animal, mais celui-ci avait une force inimaginable et ne semblait rien sentir des coups qu'il recevait. Puis, soudain, comme s'il avait reçu un ordre inaudible, il lâcha prise et s'enfuit dans le marais.
Fiat était terrorisé. Il rampa tant bien que mal sur le terrain, espérant rejoindre au plus vite sa voiture. Il sortit de dessous les arbres et parvint enfin à se relever. Sa jambe le lançait sans cesse et il sentait le sang couler le long de son mollet. Pourtant, affolé, il voulut accélérer le pas et ne parvint qu'à trébucher et chuter. Il aperçut alors quelqu'un qui venait dans sa direction depuis la route et qui ne devait plus être bien loin de lui maintenant. « Au secours !» dit-il. « Venez m'aider !»« Qui est là ?» répondit le nouveau venu avec une voix d'homme. « Je suis journaliste, je viens d'être attaqué, aidez-moi !»« Où êtes-vous ? Je ne vous vois pas. » Sur le chemin, allongé sur le chemin. Puis, se sentant rassuré, il laissa la douleur le dominer et s'évanouit. L'homme s'approcha du malheureux et se pencha sur lui comme s'il voulait chercher à le réanimer. À ce moment, un long hurlement se fit entendre et le loup qui avait attaqué le journaliste quelques minutes plus tôt apparut sur le chemin. L'homme se dressa d'un bond, fixant l'animal. Il fit un sourire. « Bien, vieux camarade, tu as encore fait du bon labeur ce soir. » Il s'agenouilla de nouveau près du journaliste. Il posa sa main sur le front de Fiat. Une petite lueur verte entoura cette dernière. Puis le nouveau venu se mit à trembler, tandis que le corps du journaliste semblait se vider. Le loup s'approcha et s'immobilisa à quelques dizaines de centimètres de cette étrange scène. Le lendemain, un promeneur trouvait le corps de Fiat à l'endroit précis où il s'était évanoui. Son corps semblait desséché et on lui avait tranché la gorge. À suivre.